Je vais maintenant donner la parole à Élise Fosset. Vous êtes chargée de mission à l'ARACT Île-de-France. Donc, l'ARACT, c'est l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail que l'on peut retrouver dans chaque région française. Et vous allez nous présenter une étude réalisée cette année sur les conditions de travail dans le secteur des arts visuels. Bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, comme l'a dit Raphaël en introduction, je travaille à l'ARACT. Je vais vous présenter aujourd'hui les travaux issus du groupe de travail bien-être du CNPAV. L'ARACT, en fait, a accompagné ce groupe de travail au printemps dernier, on va dire, sur la thématique de la prévention des risques psychosociaux. Alors peut-être en préambule, ce que je peux dire, c'est que ce que je vais vous présenter, ce n'est pas un travail scientifique exhaustif. C'est modeste, hein, dans la façon dont on a travaillé. Le CNPAV et la DGCA, en juillet 2021, avaient contacté l'ARACT parce qu'elles souhaitaient s'intéresser à cette question de la prévention des risques psychosociaux. Donc, alors c'était le secteur des arts visuels, mais ensuite on s'est centré sur les centres d'art et les FRAC. Et l'idée, c'était de produire un outil. Donc, assez vite avec les membres du CNPAV, l'idée était de produire un guide pour un peu outiller cette question à destination des acteurs et des professionnels, que ce soit évidemment les directions, les salariés, on y reviendra aussi, les conseils d'administration. Et pour faire ça, moi, il me semblait intéressant de passer par une phase un peu exploratoire, d'aller voir de quoi on parlait quand on parle de prévention des risques psychosociaux dans le secteur, et de préciser un peu les enjeux là-dessus. Donc, comment on a travaillé dans justement cette perspective d'élaborer un guide. Je l'ai dit, hein, la volonté de réaliser quelques entretiens exploratoires. Le choix avait été fait de réaliser des entretiens collectifs, alors qu'on avait appelé sous-groupes, tous anonymes. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas communiqué les participants à ces groupes-là. Alors, il y a eu trois sous-groupes différents qui ont été organisés. Un sous-groupe salarié, on va dire, composé de salariés du secteur. Un sous-groupe encadrant, donc plutôt directeur, directrice, administrateur, administratrice. Et puis un sous-groupe partenaire, donc c'était des artistes ou des intervenants, médiateurs indépendants ou commissaires d'exposition indépendants. On était sur des tout petits groupes, hein, donc quand je vous dis que voilà, ça n'a pas vocation à être scientifique, etc., on était entre 4 et 10 participants. On s'est réunis 2 à 3 fois en visio. Et puis j'ai aussi mené des entretiens individuels, donc auprès de salariés, d'encadrants, mais aussi de membres de gouvernance. Donc 2 personnes qui sont dans des conseils d'administration de centres. Important aussi, c'était évidemment volontaire. Enfin, on a fait un appel à volontariat, donc grâce au soutien de la DGCA et puis des réseaux professionnels. Donc j'espère que voilà, vous avez vu passer l'appel à volontariat à l'époque. Et donc voilà, ces groupes de travail ont été réalisés au printemps à peu près. Et donc on a aussi engagé le travail sur le guide depuis. Pour poser un peu les choses, je trouvais ça important de vous partager la définition sur laquelle on s'est appuyé et sur laquelle s'appuie l'ARACT dans ses travaux sur les risques psychosociaux. Donc on définit les risques psychosociaux comme les risques pour la santé mentale, physique et sociale engendrés par les conditions d'emploi, les facteurs organisationnels et relationnels susceptibles d'interagir avec le fonctionnement mental. Alors pourquoi je retiens cette définition? Déjà parce que c'est vraiment une définition qui fait consensus, qui est issue d'un rapport de Golac et Baudier qui date de 2011, qui aujourd'hui est très utilisé dans le monde, on va dire, de la santé au travail. Et ce qui est important de retenir, c'est qu'évidemment, on s'intéresse aux conséquences sur la santé, mais la santé au sens large, c'est-à-dire mentale, physique et sociale, pas que psychologique. Et en revanche, on s'intéresse aux facteurs de risque, aux déterminants en fait de ces risques-là, qui sont à trouver dans les conditions d'emploi, les facteurs organisationnels et relationnels, donc en fait dans le travail. Donc
Quand on intervient sur les risques psychosociaux à l'ARACT, et ça a été mon cas là, dans les groupes de travail, l'idée, c'était vraiment de venir questionner le travail, l'organisation, le contenu du travail, et qu'est-ce qui, dans ce travail, à un moment donné, pouvait engendrer des situations, on va dire, à risque psychosocial. Alors, vous allez le voir dans les constats que je vais vous partager, forcément, on a plutôt pointé ce qui n'allait pas. C'est un peu l'exercice quand on parle des risques psychosociaux. Pour autant, il y a aussi des facteurs de ressources qui ont été identifiés, dont je parlerai. Mais voilà, c'est un préambule, il faut le dire, les risques psychosociaux pointent plutôt les dysfonctionnements. Très rapidement, le modèle sur lequel je me suis appuyée, c'est le modèle qu'on appelle le modèle C2R, qui a été produit par l'ANACT il y a quelques années. C2R, ça veut dire contrainte, ressources, régulation. Et pour l'expliciter très rapidement, ce modèle, il dit en fait que toute situation de travail est au centre d'une tension entre, d'un côté, les objectifs de l'organisation, au sens de la structure, l'entreprise, l'établissement, et puis les objectifs et les attentes des salariés qui la composent. Nécessairement, quelque part, ces objectifs et ces attentes ne sont pas toujours concordants, donc il y a une tension qui s'exerce. Et quand elle est équilibrée, on va dire que la situation de travail, elle est tout à fait acceptable. Ça fait partie du travail de réguler cette tension. Et puis ensuite, la situation de travail, elle est aussi influencée par un contexte extérieur, socio-économique, de changement, de décisions politiques, qui vont venir aussi influencer cette situation de travail. Et puis, elle est influencée également par le contexte des relations professionnelles. Quelle est la qualité des relations ? Quelle est un peu la culture relationnelle aussi qui peut être à l'œuvre dans un lieu de travail ? Donc tout ça va venir influencer la situation de travail. Et en gros, on dit qu'on passe dans une situation, on va dire, de travail qui peut générer des risques psychosociaux quand il y a un déséquilibre entre des facteurs de contrainte d'une part et des facteurs de ressources d'autre part. C'est-à-dire, comme je le disais, la tension, elle est inhérente au travail. Pour autant, quand il y a un équilibre entre contraintes et ressources, la situation, elle est acceptable. Mais c'est quand ce déséquilibre arrive que la situation peut devenir problématique. Donc, soit parce que les contraintes sont trop fortes, soit parce que les ressources sont insuffisamment présentes. Donc, c'est vraiment avec cette grille de lecture-là que les groupes de travail ont travaillé sur la définition un peu justement de ces facteurs de contrainte et de ces facteurs de ressources. Donc là, je vais vous présenter, puisque j'ai 20 minutes, je crois, je vais vous présenter une synthèse. Évidemment, comme toute synthèse, c'est moins précis et moins détaillé que tout ce qui a pu être échangé dans le cadre de ces groupes. Et surtout, j'ai synthétisé les enjeux communs, on va dire, qui étaient apportés par le groupe salarié, le groupe encadrant, le groupe partenaire, parce qu'on retrouvait quand même vraiment une concordance de constats qui était assez notable dans les trois groupes. Alors, sur les facteurs de contrainte, donc j'ai séparé un peu les choses. Dans les facteurs de contrainte qu'on peut un peu identifier comme étant inhérents au secteur, il y a, premier élément, la taille des structures et le fait qu'on soit sur de tout petits collectifs de travail. En général, évidemment, il y a des exceptions. Donc, on est sur des équipes restreintes où la polyvalence est très fréquente pour pouvoir justement répondre aux enjeux du travail. En général, il n'y a pas de CSE, pas de syndicat présent, donc un dialogue social qui est peu investi de par cette taille de structure. Et ça peut engendrer un sentiment d'isolement, puisque chaque on va dire, individu porte son métier, sa fonction seule dans la structure. Alors pour les plus grandes structures, c'était intéressant de voir que les participants pouvaient dire c'est vrai qu'il y a moins de polyvalence, les compétences sont plus identifiées, plus claires, mais on a aussi plus d'inertie, il y a moins d'agilité, on va dire, dès qu'on dépasse un certain seuil de taille. Deuxième point très important et qui a été largement discuté, c'est la question des moyens financiers contraints, et surtout de la tension qu'il peut y avoir entre des objectifs et des moyens.
puisque la particularité, c'est qu'on peut avoir des conseils d'administration où on a des partenaires différents. Alors là, je parle de manière générale, hein, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous précisément, mais des partenaires avec des enjeux, des logiques, des attentes différentes, donc des objectifs complexes, parfois un peu contradictoires, et pourtant des moyens qui restent contraints. Donc cette tension-là, elle a vraiment été explicitée par tous les participants, avec évidemment à chaque fois des regards un peu différents sur les conséquences que ça peut avoir sur le travail, mais on voit qu'il y a des conséquences sur la charge de travail des équipes, la charge de travail des directions, qui passent du temps à pouvoir trouver des solutions, de réguler justement cette tension-là. Autre point important, alors voilà, c'était il y a 10 mois, hein, mais la pandémie qui a vraiment fragilisé le secteur et aussi qui a parfois créé un sentiment de manque de reconnaissance sur l'importance du secteur et de l'apport du secteur, on va dire, dans la société, et qui a pu vraiment générer des questionnements à ce moment-là. Autre point intéressant qui a été échangé, c'est le fait que l'historique très spécifique des arts visuels avec voilà, on va dire une création de beaucoup de centres d'art, des FRAC dans le début des années 80, qui a été porté par un mouvement militant dans sa genèse, on va dire, et qui aujourd'hui se transforme, se professionnalise, mais qui donc vient vraiment changer quelque part les règles sur le modèle économique et voir le modèle managérial. D'ailleurs, le mot même management, manager, est parfois voilà, très rejeté et mal perçu, parce que c'est un mot qui vient plutôt convoquer l'imaginaire de l'entreprise. Pour autant, dans un secteur qui se professionnalise, c'est voilà, comment on fait pour être dans la gestion des équipes et du travail. C'est ce type de questionnement qui pouvait être relevé. Ensuite, du côté peut-être du groupe de partenaires, en termes de contraintes, alors ça a été évoqué en introduction, mais encore des pratiques de rétribution des artistes qui ne sont pas systématiques et qui viennent questionner le fonctionnement des centres. Et puis l'opacité aussi de certains critères, par exemple pour les résidences, et donc une volonté des partenaires qu'il y ait plus de transparence à ce niveau-là. Du côté des relations sociales, ce qui ressortait des échanges, c'était vraiment l'idée qu'il y avait un rapport de dépendance, alors entre le salarié ou l'intervenant et la structure elle-même, alors représentée par la direction ou par le conseil d'administration, qui était très fort et qui était renforcé par le caractère très concurrentiel de l'emploi, en fait. Puisque, voilà, avec, en plus, ça a aussi été évoqué dans l'introduction, mais l'idée du métier passion, on a de la chance d'être là, on a de la chance de faire le travail qu'on fait. Et donc, voilà, un rapport de force quelque part qui est très influencé par ce côté-là. Et donc, quelque part, l'idée du métier passion aussi fait qu'on a un engagement très fort au travail, on a des amplitudes horaires très, très fortes, et donc il y a une forme de porosité entre les sphères de vie, il y a une proximité des relations qui est peut-être un peu différente que dans d'autres secteurs d'activité, puisque je ne l'ai pas dit, mais j'interviens dans tout secteur d'activité, et c'est vrai qu'on perçoit qu'il y a quelque chose d'un peu différent. Et puis certains disaient le métier passion, c'est parfois aussi un argument pour s'affranchir un peu du code du travail et des règles, alors que quand on est dans une structure professionnelle, il y a un certain nombre de droits qui existent et qui se posent. Il me reste plus que 7 minutes, donc je vais avancer. Les exigences émotionnelles pour les salariés en contact avec le public qui étaient relatées aussi. Bon, je pense que c'est assez explicite, je ne vais pas forcément le détailler. Des récits d'attitudes discriminatoires. Alors là, c'était des choses très, très marquantes qui étaient racontées en termes de conflits éthiques, où il pouvait y avoir des différences très marquées entre,
parfois des thèmes d'exposition de certains centres autour du care, du soin, etc. et des pratiques qui étaient très différentes, donc soit au sein même de la structure, soit envers les publics accueillis, par exemple, et qui pouvaient créer vraiment des conflits éthiques pour les salariés qui là, en particulier, le racontaient. Et puis, dernier point important, le fait qu'il existe et que c'est peut-être, en tout cas, que c'est en train de se faire, et la preuve en est aujourd'hui, mais que les espaces de discussion vraiment sur le travail, que ce soit à l'intérieur des structures, même sur un tout petit groupe ou entre les structures, manquaient et qu'il y avait vraiment un souhait de pouvoir avoir plus d'espaces de discussion sur le travail. Les facteurs de contrainte vraiment liés à l'organisation, donc on a échangé beaucoup de choses autour du manque de structuration, d'outils, de cadres, que ce soit par exemple des outils très RH ou d'organisation du travail qui pouvaient en fait être des leviers et que, en tout cas, les participants disaient avoir du mal à mobiliser ou en tout cas en train de cheminer là-dessus. Les contraintes budgétaires, j'en ai parlé tout à l'heure, mais qui représentent aussi une contrainte en termes de ressources humaines, puisque peu de marge de manœuvre pour recruter, pour promouvoir, pour faire évoluer de ce côté-là. Des contraintes plus conjoncturelles, donc là, qui pouvaient être liées des fois à des pratiques managériales quand même qui étaient jugées compliquées ou difficiles, dans des attitudes, avec certains qui racontaient voilà, des événements assez graves qui pouvaient avoir lieu, mais où là, on était sur des choses plus conjoncturelles. Et puis donc une surcharge des directions qui était relatée. Du côté peut-être des attentes exprimées par les salariés, avec une belle faute d'orthographe, on a, donc je l'ai dit tout à l'heure, je parlais du métier passion, l'identité professionnelle très forte, alors je l'ai mis comme une contrainte parce que, comme je disais, c'est parfois un peu utilisé comme un argument pour se dédouaner de certaines choses. Alors c'est aussi dans les ressources, parce qu'évidemment, c'est une ressource très forte, parce qu'il y a un engagement au travail qui est vraiment très fort, et vous l'avez dit, on ne vient pas travailler dans ce milieu-là par hasard, donc c'est évidemment une ressource, mais c'est aussi, du point de vue des risques psychosociaux, parfois une contrainte, parce que le surengagement peut engendrer à terme, on va dire, des problématiques de santé. Et puis surtout si c'est corrélé avec l'expression, un manque de reconnaissance ressenti, les contraintes budgétaires que j'évoquais qui génèrent une forme de précarité dans les emplois. Je pense que c'est aussi des choses que vous allez discuter. Et puis de qualité empêchée aussi, ça a été souvent évoqué, c'est-à-dire l'impression de ne pas pouvoir faire le travail comme on a le sentiment qu'on devrait le faire, ou en tout cas dans la vision qu'on a du travail bien fait. Ça, on sait aussi qu'en matière de risques psychosociaux, c'est un élément vraiment déterminant. J'avance. Du côté des facteurs de ressources que certains pouvaient citer, qu'ils avaient mobilisés ou qu'ils souhaitaient mobiliser, alors là aussi, ça peut paraître étonnant, mais le premier, c'est les outils légaux. C'est juste rappeler le cadre légal du travail, les horaires, le document unique d'évaluation des risques, l'obligation de l'entretien professionnel. Donc, qu'il existe en fait un cadre auquel on peut se référer, même si évidemment il y a eu des échanges autour de la convention collective qui n'est pas spécifique au centre d'art, en tout cas au secteur des arts visuels, et qui pose un certain nombre de questions sur justement les outils administratifs, les outils RH, qui ne sont donc de ce fait pas dans un référentiel commun que pourrait apporter une convention collective, et qui donc peut-être nécessiterait d'avancer la réflexion pour pouvoir structurer un cadre de travail. Les aides extérieures également qui étaient évoquées, donc chacun pouvait raconter qu'ils avaient fait appel au service de santé au travail, à l'OPCO, au DLA ou au réseau professionnel, qui sont vraiment très souvent revenus comme une vraie ressource, aussi bien pour les structures, mais pour les individus aussi. Du côté des ressources à mobiliser pour l'individu, je vais aller rapidement parce que c'est plutôt du côté de la formation professionnelle, du partage d'expérience. En gros, toutes les occasions de rencontrer d'autres
personnes qui exercent des métiers similaires, de pouvoir échanger sur le travail était à chaque fois identifié comme une vraie ressource pour les individus. Et puis aussi le fait de pouvoir solliciter un syndicat dans certaines situations qui avait été vraiment aidant pour certains. Très rapidement, pour conclure, les groupes ont été jusqu'à la proposition d'action, de pistes d'action, qui ont été formulées. Donc, sur les 3 niveaux de prévention, alors je n'ai pas eu le temps de rentrer dans le détail de ça, mais en gros, on a travaillé, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour agir justement sur le contenu, sur l'organisation du travail. Donc, ce serait de rappeler les obligations réglementaires, doter le secteur d'outils d'organisation du travail. Donc, le guide va répondre en partie à cet enjeu-là. Outiller également le dialogue social, puisque avec l'idée de dire que c'était une vraie ressource. De sensibiliser les directions et les équipes sur la prévention des risques psychosociaux. Qu'est-ce qu'on entend par là? Comment on peut mieux les prévenir? Également de favoriser le dialogue professionnel. Donc là, vraiment, au-delà du dialogue social, c'est comment on parle ensemble et comment on construit ensemble le projet, l'organisation. D'engager aussi un groupe de réflexion sur les conseils d'administration. Comment on les sensibilise aussi à tous ces enjeux-là et à l'impact que les décisions peuvent avoir ensuite sur les conditions de travail. La question des moyens, évidemment, qui a été évoquée, et d'engager une réflexion sur l'équilibre, en fait, plutôt entre objectifs et moyens, de ce point de vue-là. Et puis de promouvoir la constitution de syndicats spécifiques aux structures d'art. En prévention secondaire, donc là, on est plutôt sur renforcer la formation et l'accompagnement du dirigeant, avec le constat parfois que les directions arrivaient sur le poste très attendues sur les projets artistiques, etc. Et qu'il y avait un peu une zone aveugle autour des enjeux de management, de gestion, et qu'eux-mêmes disaient on a besoin d'être accompagnés en fait là-dessus. Donc de pouvoir axer des actions là-dessus. Et puis en prévention tertiaire, donc en cas vraiment de situation problématique, de pouvoir identifier et communiquer sur des pôles ressources à destination des salariés qui seraient dans des situations de souffrance au travail. Voilà, j'espère que je n'ai pas trop débordé. Merci.